Alors, bonjour à tous. Après cette introduction magnifique en termes du milieu, si je puis dire, on va parler un petit peu maintenant de science, puisque j'ai le grand plaisir de vous présenter justement cette petite étude de biologie et d'évolution sur les hobbits, et puis ensuite un collègue linguiste nous expliquera un petit peu la science, justement, les sciences humaines dans le monde de Tolkien. En fait, il y a un projet de livre sur la science de Tolkien un petit peu derrière tout ça, mais on va attendre d'avoir déjà un sommaire et puis des contributeurs un peu plus précis pour vous parler de tout ça, peut-être l'année prochaine avec grand plaisir. Donc moi je suis paléontologue au CNRS et je suis affecté en fait au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris ici, et le monde de Tolkien bien sûr m'amuse, et j'ai entrepris cette petite étude de biologie évolutive des hobbits en me posant la question, tiens, pourquoi Tolkien a créé ces petits humanoïdes sympathiques avec des panards aussi énormes, avec une toison aussi au niveau des pieds. Donc on va voir tout ça. Alors, ce grand panard poilu est d'autant plus remarquable dans toutes les représentations en fait, du monde de Tolkien, d'autant plus remarquable que le Hobbit est un va-nu-pied, c'est-à-dire qu'il marche pieds nus, il n'a pas de godasse, il n'a même pas de tongs, et puis en plus il porte un pantacourt, une culotte courte. En fait. Donc on voit tout de suite, la première chose qu'on voit en termes de psychomorphologie, c'est justement le visage et les pieds, puisqu'ils sont nus, et en plus ils sont énormes. Donc ça c'est une petite feinte aussi visuelle pour attirer notre attention sur ces grands pieds poilus. Alors la deuxième feinte un petit peu, c'est que le Hobbit, il est petit, il est encore plus petit que la moyenne de la hauteur des nains. On retrouve quelques personnages ici du monde de Tolkien. Alors la plupart des photos des illustrations ici sont prises sur internet. Je n'ai pas forcément cité toutes les sources, je m'en excuse auprès de ceux que j'ai méchamment piratés, mais si vous voulez des précisions sur toutes les sources des images que vous voyez ici, n'hésitez pas à venir me voir plus tard. Donc on voit en fait un Hobbit à gauche, et puis il est un petit peu plus petit effectivement que les nains. Il y a Gollum, on va reparler de Gollum, parce que Gollum c'est un Hobbit finalement intéressant en termes de biologie, qui a subi une mutation polymorphique accélérée, on va voir pourquoi. Alors c'est dû à l'anneau bien sûr, mais il y a aussi des contraintes environnementales qui font que ce Hobbit-là, il a vraiment changé, il a beaucoup changé. Et puis il y a quelques magos, quelques magiciens, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu la taille des Hobbits. Alors, quand on zoome justement sur ces jolis pieds poilus, à gauche vous avez une reconstitution bien sûr du pied du Hobbit, et puis à droite vous avez l'anatomie ostéologique, c'est le squelette de notre pied humain. Donc on va se pencher un petit peu là-dessus, je vais y aller un petit peu en douceur, parce que ça va vous rappeler un petit peu les cours de biologie plus ou moins chiants d'ailleurs, que vous avez peut-être au cours de votre scolarité, j'espère ne pas être chiant non plus ce matin. On voit tout de suite qu'en fait, au niveau des proportions de ce pied, qu'est-ce qui change par rapport à nous? Il n'y a pas grand-chose qui change. Regardez déjà les phalanges, les doigts des pieds, les os sont à peu près de la même proportion que les nôtres. Regardez le talon. Le talon est un os, c'est une structure du pied qui est importante pour nous, pour l'équilibre. Quand on est bipède et plantigrade, c'est-à-dire qu'on marche sur la plante des pieds, le talon permet justement l'équilibre du corps et la station debout. Sans talon, on pourrait difficilement, sans talon en position horizontale et même vers un petit peu le bas, comme c'est représenté là, on pourrait difficilement marcher en fait debout. Alors, le talon du Hobbit, même si là ça se voit pas beaucoup, il a aussi à peu près les mêmes proportions que nous. Finalement, ce qui change chez le Hobbit, c'est les os intermédiaires, les os du coup de pied. Regardez le coup de pied du Hobbit, il devrait bien jouer au foot, le Hobbit, parce qu'il a finalement des métatarses, qui sont les os longs du dessus du pied, extrêmement allongés par rapport aux autres os. On suppose aussi que les os de la cheville sont à peu près identiques pour des raisons fonctionnelles, puisque les os scaphoïdes et compagnie, à ce niveau-là, permettent la mobilité justement du pied pour la locomotion. Donc on va partir sur ce postulat de travail en sachant que si le pied du Hobbit est allongé, c'est parce qu'il a des métatarses qui sont hypertrophiés, qui sont d'ailleurs plus longs que larges, sinon il aurait plutôt des pieds de canard et non plus des pieds de Hobbit.
Alors, si on compare maintenant le mammifère humanoïde Hobbit avec d'autres mammifères bien réels dans notre biodiversité actuelle qui présentent, alors qui sont plantigrades, c'est-à-dire qui marchent sur la plante des pieds, et qui présentent des métatarses allongés, on a principalement le lapin, comme par hasard, d'après certains philologues spécialistes en fait, du monde de Tolkien, Hobbit. Les hobbits seraient en fait souvent comparés de par leur comportement, leurs habitudes peut-être aussi alimentaires et puis leurs habitudes surtout d'habitation souterraine. C'est pas la première fois en fait, tout ça pour vous dire que c'est pas la première fois que le hobbit est comparé avec un lapin. D'ailleurs en anglais, hobbit c'est un petit peu une contraction entre in the hole like a rabbit. Donc, bon, pour certains chercheurs en tout cas, il y a une comparaison assez précise en termes d'étymologie aussi. Alors, le lapin en haut à droite, avec des métatarses donc très allongés au niveau des membres postérieurs. C'est dommage le pointeur. Ah, si. On voit un petit peu le pointeur ici. Et puis ça, on va faire un petit quiz en bas. C'est quoi comme animal à votre avis? C'est ni un rat, ni un chat. Un écureuil. Très bien. C'est un écureuil. Alors l'écureuil montre aussi des métatarses postérieurs extrêmement allongés. En fait, quand on regarde la grande diversité des mammifères actuels qui présentent un métatarse allongé, ceux justement qui ont les plus longs de métatarses sont non plus les plantigrades, mais, diapo suivante, s'il te plaît Agnès, mais les onguligrades. Alors, j'ai mis à gauche, en fait, un plantigrade, c'est l'homme, j'aurais pu mettre le hobbit aussi. Les digitigrades ont aussi des métatarses sympas, hein, c'est les os qui sont en jaune. Et puis, les plus longs, finalement, métatarses, même proportionnellement à la longueur du membre, c'est les onguligrades. Alors, les onguligrades, là, il y a le cheval, il y en a d'autres, alors ça c'est pas un onguligrade, c'était une petite parenthèse en fait historique pour vous montrer que le premier naturaliste qui a comparé en fait les membres antérieurs et postérieurs chez les animaux, c'est Léonard de Vinci. C'est un petit clin d'œil en fait à Léonard de Vinci. Voilà les onguligrades. Alors il y a, on a vu le schéma du cheval hein, qui est en bas à droite. Il y a aussi tous les suidés, c'est-à-dire les sangliers, les potamochères, les phacomochères, les cochons, quoi, et compagnie. Et puis les tapirs. Les tapirs qui est un groupe intéressant en termes d'évolution des mammifères parce qu'ils sont très proches des rhinocéros. Alors, voilà des onguligrades imaginaires, hein. Il y en a pas mal dans la mythologie, plus ou moins repris d'ailleurs dans l'heroic fantasy. Le centaure est un onguligrade imaginaire, le satyre aussi est un onguligrade imaginaire, mais le hobbit, il est bien plantigrade, hein. Il ne marche pas sur ses ongles, hein, contrairement à tous les onguligrades. Alors on peut se poser la question, à quoi ça sert un panard aussi long avec des métatarses aussi allongés quand on est plantigrade? Alors, pour ça on se pose des questions, on appelle ça des questions biomécaniques, c'est-à-dire qu'on essaye de chercher une fonction en rapport avec les articulations des os les uns par rapport aux autres. Pour le chameau, par exemple, ou le dromadaire, c'est à peu près la même chose. Ils ont des pieds extrêmement larges et assez longs qui permettent en fait de marcher facilement sur le sable. Hein. Ce sont des grands migrateurs et herbivores, quadrupèdes, hein, ils ne sont pas bipèdes, mais l'élargissement et l'allongement en fait du pied permet un petit peu, si vous voulez, des raquettes, d'avoir des raquettes en fait pour augmenter la portance sur les sables. Je ne sais pas si vous avez fait déjà de la course à pied sur le sable ou même une petite partie de volée sur la plage, au bout d'une demi-heure, moi je suis raide. Hein. Donc c'est très fatigant, c'est énormément fatigant pour nous de marcher sur le sable. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de sable en terre du milieu? Pas trop, hein. Il n'y a pas de désert en fait en terre du milieu, ça c'est une carte que j'ai reprise du jeu, hein, bien sûr, c'est pas la carte originale de Tolkien. Il n'y a pas de désert, il n'y a pas beaucoup de sable, en tout cas en terre du milieu. Donc on peut déjà écarter cette hypothèse de fonction pour une marche sur le sable. Alors, est-ce que le hobbit était aquatique ou est aquatique? Est-ce que l'allongement du pied peut servir en fait de palme, hein? J'ai mis en bas à gauche un espèce de morphing des pieds. Alors on peut se dire, non,
A priori non, parce que en fait, ça ne serait pas un allongement des métatarses, ça serait un allongement des phalanges pour permettre justement la mise en place de palmures, un petit peu comme chez les canards, ou comme chez l'homme de l'Atlantide, à gauche, en fait, ça serait une fonction de membre palmure. Il se trouve que non, parce que les hobbits ne savent pas nager, et sauf, diapo suivant, sauf celui-là qui est intéressant comme hobbit, justement, je parlais de mutation accélérée, alors l'anneau aurait permis, en fait, au niveau du génome, un polymorphisme extrêmement rapide, mais il y a aussi des contraintes environnementales qui auraient fait que cet hobbit-là, alors il a conservé des pieds un petit peu classiques de hobbit, il n'y a plus de poils, il y a une perte de pilosité pratiquement totale, sauf chez les cheveux, encore un petit peu au-dessus du crâne, et encore, il est un peu plus chauve que moi, le pauvre Gollum. Ça, c'est assez caractéristique d'un mode de vie aquatique, parce que moins il y a de poils, quand on est aquatique, moins il y a de frottement, et donc plus on est hydrodynamique. Et puis, il y a une adaptation aussi cavernicole chez Gollum qui est intéressante, avec une hypertrophie en fait, du globe oculaire. Mais, encore une fois, bon, on a un pied là qui peut effectivement servir de palme, puisqu'il vit essentiellement dans un milieu lacustre cavernicole, mais il n'y a pas par contre de palmure au niveau antérieur, au niveau des mains, tout simplement. Donc finalement, si les pieds des hobbits sont aussi longs, c'est peut-être pas pour nager. Alors, ça c'est intéressant aussi, on parlait de raquettes des sables, on peut parler aussi de raquettes des neiges, ça c'est très intéressant parce que la contrée est bordée de deux chaînes de montagnes, il y a les Brumeuses à l'est et puis il y a une autre chaîne de montagnes dont j'ai oublié le nom à l'ouest. Donc on peut se poser la question, tiens, peut-être que c'est un trait hérité d'un ancêtre, genre un Cro-Magnon hobbit, qui serait descendu de la montagne, peinard, et puis qui aurait construit des villages dans la plaine. Alors, pourquoi pas, j'ai remis en fait il y a des flèches qui sont un petit peu parties dans tous les sens, c'est pas grave, en fait, c'était pour vous montrer en fait qu'à partir des montagnes brumeuses, donc au centre de l'image, et puis l'autre chaîne de montagnes à gauche, on pourrait imaginer une ou plusieurs d'ailleurs populations qui seraient venues s'installer dans le plateau qui forme Obibourg. Alors l'autre idée, en gardant à l'esprit cette possible adaptation en fait à un milieu enneigé, c'est que tout ça, toute cette perte du milieu était recouverte de glace il y a très longtemps, mais c'est pas précisé en fait dans les premiers âges des tout premières histoires en fait de Tolkien. Alors justement, Tolkien, on va retourner à la source, Tolkien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en parlant du Hobbit, il dit, j'imagine en fait une figure humanoïde, grassouillette, courte sur pattes, un visage sympa, jovial, avec des oreilles légèrement pointues, un petit peu à la elfique, des cheveux courts et curling, bouclés, et puis des pieds avec des chevilles recouvertes de la plante des pieds aux chevilles d'une toison légèrement épaisse et brunâtre. Donc en fait, Tolkien, il ne parle même pas de la longueur du panard du Hobbit. Il parle du poil, on va revenir sur les poils, mais diapo suivante, il ne parle pas en fait de la longueur des pieds. Et d'ailleurs, dans les premières éditions de 37, Tolkien était dessinateur également, il ne faut pas l'oublier. Voilà une représentation de Bilbo qui est peinard chez lui, qui est en train de fumer de l'herbe attique justement, et regardez le pied, il n'est pas aussi disproportionné que ça. C'est au cours en fait de l'histoire de la représentation graphique du Hobbit qu'on observe un allongement finalement relatif bien sûr du pied. Ça c'est le film d'animation de 78 de Ralph Bakshi. Là vous avez le célèbre artiste Alan Lee qui a aussi édité du Tolkien et puis qui l'a illustré en long, en large et en travers. Il n'a pas illustré que ça. Regardez la taille des pieds aussi bien chez Gollum que chez les deux autres compagnons. Bon, il n'est pas aussi... Alors, il est un peu plus grand qu'avant, mais pas aussi grand que ce qu'on peut voir maintenant, notamment chez Peter Jackson 2012. Là, on a un super panard assez allongé, un joli pied, bien poilu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de biologie du développement et de génétique du développement, nos membres, que ce soit les pieds ou les mains, sont construits grâce à des gènes qu'on appelle des gènes architectes,
qui sont des gènes dont le programme, justement, est de construire de l'os d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on a des pieds, pour nous, normaux et pas des pieds de canard. Et ce sont les mêmes gènes, exactement les mêmes gènes, qui interviennent dans la morphogénèse, en fait, du membre postérieur et du membre antérieur. Donc déjà, en termes de biologie du développement, le hobbit, il n'est pas très, finalement, réaliste, parce qu'il faudrait qu'il ait, non pas des doigts, des mains très allongées, mais les doigts, ça s'appelle des métacarpes, qui forment la paume de la main. En fait, en termes de biologie du développement, il faudrait imaginer le hobbit, donc avec des grands pieds et des grands métatarses, mais aussi, du coup, des grands métacarpes, un petit peu comme les loups-garous ou les autres félidés réels ceux-là. En termes de locomotion, avoir des pieds aussi longs, c'est pas évident pour marcher parce qu'il vous faut des muscles des mollets notamment et des fessiers pour pouvoir dérouler le pied. Regardez comme je le fais bien. Pour dérouler le pied, en fait, il vous faut l'action des mollets et puis l'action des fessiers pour dérouler le pied et enchaîner d'un pas à l'autre pour la station debout et la locomotion en fait terrestre. Donc, en termes finalement de masse musculaire ou de développement ça s'appelle la myologie en fait, les muscles associés à l'ostéologie, il faudrait plutôt imaginer des hobbits avec des gros culs et puis des mollets de tennisman. Voilà, donc en termes de pilosité, alors il y a des représentations aussi multiples avec plus ou moins de poils en fonction des goûts aussi. La pilosité, c'est intéressant parce que chez les mammifères, elle aide beaucoup à ce qu'on appelle la thermorégulation, c'est-à-dire la régulation de la température interne du corps. Nous, on a le sang chaud, le hobbit a priori, il a aussi le sang plutôt chaud, un métabolisme actif puisque c'est un humanoïde. Chez les mammifères à poils drus, comme la marmotte par exemple, la fourrure permet justement, comme chez l'ours, à mieux maintenir, en fait, la fourrure isole, si vous voulez, la peau du milieu extérieur froid, et il y a une petite couche d'air entre justement la peau et le froid qui permet d'isoler la bestiole. Alors ça, c'est quand on a beaucoup de poils aux pieds. Quand on a peu de poils aux pieds, au contraire, le peu de poils permettent mieux de véhiculer en fait la chaleur auto-créée par le corps. Donc d'évacuer plus rapidement en fait la transpiration, entre autres. C'est le cas des éléphants. Surtout chez les petits, ils ont une espèce de duvet qui perd petit à petit, mais même chez l'adulte, la peau est très plissée chez les éléphants, mais il y a des poils qui sont assez longs, assez éparses, comme certaines représentations chez le hobbit, qui permettent justement d'évacuer la température corporelle plus facilement. Ce qui veut dire que finalement le hobbit, contrairement à nous, ne pue pas des pieds grâce à cette pilosité astucieuse que Tolkien a créée. Alors si vous rêvez bien sûr de pieds de hobbit, vous pouvez toujours commander tout ça sur internet. Et puis pour la petite histoire, en tant que paléontologue, des collègues paléoanthropologues qui travaillent en Indonésie ont découvert il y a à peu près 2 ans un petit humanoïde de 12 à 13 000 ans, 14 000 ans d'après certaines datations aussi, de très petite taille. Alors, le squelette, c'est de la paléontologie, donc le squelette n'est pas tout à fait complet, on a quand même plusieurs spécimens, 12 à 13 000 ans. Il y a du crâne, il y a des os post-crâniens, c'est-à-dire du reste en fait du squelette, et par rapport au pied humain, il y a chez cette espèce-là un pied assez développé. Devinez quel petit nom, alors c'est pas Lucie cette fois-ci, mais quel petit nom on a donné en fait à ce squelette? Hippo, ce hobbit. Voilà, donc je termine en fait sur cette diapositive. Cette petite étude biomécanique a été publiée dans une revue de sciences naturelles qui s'appelle Espèces, sciences naturelles ou histoire naturelle, et tous les trimestres en fait il y a une petite chronique d'espèces surnaturelles, et le mois prochain je parlerai de l'identité enfin révélée de Maître Yoda, puisque ça reste un grand mystère de Star Wars, décortiqué, disséqué, si je puis dire, Maître Yoda pour vous proposer une attribution enfin systématique, extraterrestre certes, mais systématique par rapport à notre biodiversité actuelle. Merci beaucoup.